c'était un petit peu compliqué, hein. Donc voilà, donc pour que ça se passe bien, vu que la dernière fois, comme je vous ai dit, ça s'est un petit peu emporté, il y avait un petit peu. On va essayer d'organiser ce live, qu'il y ait des règles. On attend un respect des deux côtés. On attend aussi un respect du temps de parole. On n'acceptera aucune déroute sur le sujet. Et toute atteinte aussi aux intervenants sera directement sanctionnée. Ça veut dire que même si j'ai des paroles qui sont assez abjectes dans les commentaires, eh ben, on supprimera les personnes. Donc le live il va se dérouler en différentes parties, Inch'Allah. Dans un premier temps, on va revoir qu'est-ce que la Palestine. On va reprendre rapidement, historiquement et géographiquement, grâce aux intervenants. Dans un second temps, on va voir qu'est-ce qui se passe actuellement, réellement en Palestine en termes de politique, de guerre. Et ensuite, on va voir aussi quelles sont les solutions ou la solution sur place. Et pour terminer, sur le déroulement de ce live, on va voir comment on peut agir. A-t-on le droit d'agir en tant que Français? Comment on peut agir? Peut-on boycotter certains produits? Peut-on manifester? Quels sont nos droits face à ces agissements lointains qui sont pas chez nous? Donc voilà. Donc dans un premier temps, on va faire intervenir, on va faire monter le premier intervenant qui est Brahim Sharafi, professeur universitaire. Donc je vais voir si il est là. Brahim. Désolé, tac, on voit pas tous les intervenants. S'il vous plaît, ne demandez pas à intervenir parce que sinon, j'arrive pas à voir tout le monde. Là, regardez, il y a des milliers de demandes. Tac, oh, alors, tac. On va faire intervenir directement Tariq Ramadan au pire et je ferai intervenir juste Brahim. Bonjour, salam alaikum, monsieur Tariq Ramadan. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Avec plaisir, vous êtes le bienvenu. Donc, Tariq Ramadan est avec nous aujourd'hui, professeur à l'université d'Oxford et également auteur de plus de 38 ouvrages, très critiqués en France. Il a une audience assez importante. Nous pensons qu'il est important, très important, donc c'est pour ça qu'on l'invite avec plaisir, il est le bienvenu, qu'il soit entendu et critiqué, bien sûr, tout comme tout être, de la même manière. Nous sommes ici pour permettre un débat, comme je vous ai dit, dans un premier temps, pour introduire dans un premier temps un débat libre, ouvert, respect des opinions. Tout le monde peut dire ce qu'il souhaite, tout dans le respect. Comme je vous ai dit, c'est vraiment dans le respect. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Tariq Ramadan, tac tac. Alors, voilà, je sais pas comment on va prendre. Voilà, donc je pensais qu'on devrait peut-être faire intervenir un professeur universitaire, comme j'ai dit, mais j'arrive pas à le retrouver, qui va nous introduire sur les faits historiques jusqu'à aujourd'hui, mais j'arrive pas à le trouver. Ah, sinon, vous allez le faire, hein. Ce n'est pas un problème, on peut commencer, essayer de lui demander de se remanifester, c'est possible, je pense, non? S'il se remanifeste. J'arrive pas à le voir du tout. Ok. Bon, bah, on va attendre qu'il se manifeste. Je vous laisse quand même introduire le sujet. Écoutez, moi, ce que je peux dire, simplement pour commencer, puisque je sais que, au vu de ce qui s'est passé la dernière fois, ce que vous avez décidé très justement, je pense, c'est d'organiser les choses et de faire en sorte qu'il y ait un débat qui soit d'abord une vision assez claire des enjeux, puis ensuite un débat contradictoire le plus constructif possible, si tant est que dans la situation dans laquelle nous sommes, ça peut être constructif. En tout cas, ce sera vraiment contradictoire, j'en suis persuadé. Alors, avant qu'il y ait ce débat-là, je pense qu'effectivement, avec la contribution de l'autre intervenant qui devait être avec nous pour la question historique, moi, ce que j'aimerais mettre en évidence, dans le cadre que vous nous offrez, celui de ce débat de ce soir, quand on parle de la question palestinienne, il y a effectivement trois domaines spécifiques qui chacun révèlent des enjeux qu'il faut connaître. Alors, ce que vous venez de dire, par exemple, est la volonté que vous aviez de discuter de la question historique.
elle est importante parce que, en fait, on s'aperçoit que beaucoup des discours qui sont tenus aujourd'hui de la part des jeunes et des moins jeunes qui défendent l'État d'Israël et sa politique, ils défendent sa politique sur des présupposés historiques que si vous ne les connaissez pas et si vous ne les contestez pas ou si vous n'en montrez pas le caractère infondé, eh bien vous vous trouvez dans une situation où vous n'avez plus la possibilité de contester les questions actuelles et l'orientation actuelle. Donc il y a un volet historique qui est important. Ensuite, il y a un volet qui est un volet contemporain, c'est-à-dire la question de la solution qu'il est possible d'avoir, comment effectivement espérer aujourd'hui être des véritables défenseurs de la paix. Parce que je pense qu'il faut qu'on le dise aujourd'hui avec force. Ce que nous voulons tous, dans cette région comme dans toutes les régions du monde, c'est la paix et la coexistence, non pas simplement pacifique, mais active, c'est-à-dire qu'on puisse vivre ensemble et agir ensemble pour le bien. C'est ce que l'on veut. Mais si l'on veut ceci, il faut qu'il y ait et que l'on comprenne qu'il ne peut pas y avoir de paix si des conditions ne sont pas réunies. Et ces conditions-là, il faut qu'on en parle. Parce que à vouloir dire nous sommes pour la paix, moi je veux bien que Netanyahou nous parle du fait qu'il est pour la paix, quand on voit que sa politique est en train de scier tous les fondements de la paix, c'est-à-dire il nous dit oui, 2 États, mais il fait tout pour qu'il n'y en ait pas 2. Il nous parle de paix, mais il fait tout pour qu'il y ait la guerre. C'est un guerrier qui parle de paix. Et comment voulez-vous croire un guerrier permanent? Donc il faut de ce point de vue-là que l'on constate et que l'on voit d'une certaine façon ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et puis, je veux dire, de ce que l'on veut comme solution. Et puis ensuite, il y a une deuxième réflexion qui est sur ce qui se passe maintenant, à l'heure actuelle, où aujourd'hui nous venons de vivre la journée la plus meurtrière dans les exactions produites par l'État israélien à l'endroit de la population civile. Et qu'on comprenne aujourd'hui, parce que le monde s'émeut, et a raison, que l'on ait visé un immeuble dans lequel il y avait Associated Press et El Jazeera, en disant mais attendez, ils s'en prennent à des journalistes. Non mais attendez, ils s'en prennent à des journalistes, c'est scandaleux. Mais quand on s'en prend à des familles et on tue 10 personnes de la même famille, qu'on tue des enfants, qu'on en est à plus de 50 enfants, c'est pas scandaleux? C'est-à-dire le monde se scandalise quand on touche Associated Press et il ne se scandaliserait pas quand on touche des enfants, des femmes et qu'on les tue. Parce que là, on parle que des morts, mais en plus, on en est à plus de 1000 à 1500 personnes blessées. Et quand on dit blessé, c'est véritablement blessé de façon grave, ce n'est pas des petites blessures. Donc voilà 3 chapitres sur lesquels il faut s'arrêter. Et ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est que vous vous apercevez aujourd'hui, et j'espère que l'intervenant que vous avez invité pourra le faire, c'est qu'on est en train de nous dire aujourd'hui, quand nous regardons les faits historiques et l'on dit que l'État d'Israël, à sa création, en 1948. Il est créé le 14 mai 1948, mais il n'est pas créé le 14 mai 1948. Il est pensé à partir de la fin du 19e siècle. Il est pensé par quelqu'un, Theodor Herzl, qui est le promoteur du sionisme, comme étant le retour à la terre qu'il leur serait promise. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette réflexion d'Ilan Pappé, qui est lui-même de tradition juive et qui est lui-même un de ces nouveaux historiens israéliens qui a fait beaucoup plus pour la démythification de l'État d'Israël que beaucoup même de penseurs ou de personnes du monde arabe ou du monde arabo-musulman ou arabo-chrétien, et qui a écrit un certain nombre de livres et qui dit c'est quand même incroyable que Theodor Herzl, qui était athée, considère que la terre d'Israël lui a été promise par Dieu auquel il ne croit pas. Donc, il y a cette idée que la terre est à nous. C'est-à-dire que si la terre est à nous, comme il est dit, comme Netanyahou, qui n'a pas exprimé beaucoup de réflexions spirituelles dans son parcours politique, nous dit, ça fait 3000 ans que cette terre nous appartient, eh bien, tout ce qui vient après n'est plus de la colonisation.
C'est le contraire, c'est-à-dire qu'en fait, Monsieur Ramadan. Attendez, je termine juste. Ouais, terminé, il n'y a pas de problème. Je veux dire par là, c'est que si on pense que la Terre nous appartient de droit divin depuis plus de 3000 ans ou 5000 ans, et qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont venus après coup, c'était eux les colons, et que Israël est un processus de décolonisation, vous voyez bien que toute la réflexion est inversée. Et ça, c'est inacceptable. Et il faut que l'histoire, elle soit faite d'un rapport objectif avec les faits, et non pas d'un espèce de messianisme qui imposerait à tous les peuples qui ont vécu là-bas une idée que vous êtes sur nos terres et nous avons le droit au nom de Dieu de vous en faire partir, voire de vous éliminer parce que Dieu nous a donné la terre. Voilà, ça, cette période-là, cette histoire-là, il faut peut-être en dire quelque chose aussi jusqu'au moment où on arrive en 1948, mais là, je m'arrête et je vous laisse la parole. Voilà, donc j'ai réussi à le retrouver, l'intervenant. Tac, voilà, je pense que ça va monter. En espérant. Ouais, c'est pas très facile sur Instagram, c'est un petit peu compliqué. Bonjour à vous, monsieur Charafi, c'est bien ça, ouais. Tout à fait. Alors, je vous présente monsieur Charafi, professeur universitaire, qui va nous rappeler rapidement les grandes lignes, comme a pu commencer monsieur Ramadan. Très bien. Ah bah écoutez, je suis vraiment très ravi, très content de faire partie de ce live et c'est un grand merci d'abord à vous en tant qu'animateur de cette rencontre. Je vais pas trop m'étaler concernant le sujet de l'histoire de ce conflit parce que ça mérite réellement une très grande séance, voire même un live à lui seul. C'est un sujet très important et qui mérite dans un premier temps qu'on s'y intéresse pour plusieurs raisons. Et effectivement, c'est loin d'être un sujet qui date d'aujourd'hui. C'est un sujet qui ne date pas de cette matinée. Peut-être certaines personnes, certains parmi vous ou parmi nous, croient que le sujet date de ce qui se passe ces dernières semaines. En réalité, c'est un projet, c'est une conceptualisation, c'est un substrat d'effets, de conjonctures, de compromis, de concessions qui se sont produites depuis pratiquement 1860. Dans la partie la plus importante, quand le fameux… Monsieur Charafi, désolé de vous couper. On va essayer de passer directement. On va éviter le post 20e. 19e plutôt, on va plutôt directement aller 48, comme ça on fait assez rapide parce que sinon… Très bien, en fait, pourquoi j'ai précisé ce petit détail parce que c'est important, parce que nous, on a l'impression que c'est les 14 mai, la naissance de effectivement, c'est la partie la plus visible du projet, mais sous-marin et tout ce qui s'est passé avant. Et d'ailleurs, j'invite, si vous le souhaitez, je réponds et je m'exécute pour respecter effectivement vos recommandations. J'invite tous ceux et celles qui s'intéressent à la question de revenir vraiment au projet de Theodor Herzl et puis les rapports avec le fameux Abdulhamid II pour comprendre un peu l'historicité de ce conflit-là et c'est loin d'être un sujet qui date d'aujourd'hui. Alors maintenant, si on veut vraiment aller à l'essentiel, à ce qui va être comme la partie la plus visible de l'iceberg, c'est-à-dire en 1916, avec les accords de Sykes-Picot, la Grande-Bretagne à l'époque et la France conviennent de se partager le Proche-Orient en violation d'un fameux accord entre le fameux Hussein bin Ali, le shérif de la Mecque, avec MacMahon, et ce qui va être vraiment un moment très important dans l'histoire. Donc, il est prévu de placer la Palestine, siège des lieux saints, sous statut international. En 1917, la déclaration Balfour, la Grande-Bretagne promet au mouvement sioniste de l'aider à créer un foyer national juif en Palestine. Le 29 novembre 1947, l'ONU, l'instance la plus représentative des nations de la communauté internationale, adopte un plan de partage de la Palestine en 2 États indépendants, un juif et un arabe. Jérusalem est placée à l'époque sous régime international et le 14 mai 1948, à la fin du mandat britannique, un jour après le départ des Britanniques, le 13 mai 48, le 14 mai 48, la fin du mandat britannique sur la Palestine, David Ben Gurion le président du Conseil national juif,
proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Le 15, éclate la première guerre israélo-arabe, les Arabes refusant le plan de partage, début de l'exode des Palestiniens, les combats prennent en 1949 avec les accords d'Orez, fixant une ligne de démarcation qui demeurera jusqu'en 1967. Le 11 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies vote la résolution 194 qui prévoit pour les réfugiés palestiniens le droit au retour. Rappelez-vous, qui prévoit le droit des Palestiniens et aux réfugiés le droit au retour et des compensations. Le 11 mai 49, Israël devient membre de l'ONU. Le 14 décembre 1949, toujours David Ben-Gurion annonce le transfert de la capitale de Jérusalem et c'est le début vraiment des problèmes dans cette région. Je vais vraiment sauter pour aller très très vite. Le 22 1967, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité la résolution 242. Retenez cette résolution onusienne. 242 qui prévoit l'évacuation. Selon les versions anglaises, je ne vais pas rentrer dans les détails dans le terme anglo-saxon, d'évacuer les territoires occupés en échange de la reconnaissance de tous les États du Proche-Orient. Rappelez-vous, nous sommes face au droit international. Le 17 septembre 1978, sous l'égide du président américain Jimmy Carter, le premier ministre israélien Begin et le président égyptien Anwar Sadat s'engagent à Camp David à signer un traité de paix. Le 30 octobre 1991, ouverture à Madrid en Espagne d'une conférence de paix, Israéliens et Palestiniens, Jordaniens et Syriens se rencontrent sous le coparrainage de l'ex-président Bush et du Mikhail Gorbatchev. Février 2002, l'Arabie Saoudite propose pour la première fois une normalisation de ses relations diplomatiques avec Israël en cas de retrait d'Israël de tous les territoires occupés. Le plan saoudien sera adopté par un sommet arabe en mars. Retenez bien aussi ce fameux rendez-vous parmi les Arabes. Donc la normalisation ou bien la naturalisation aujourd'hui, et il s'inscrit aussi dans un temps passé. En 2014, nouvel échec des négociations de paix Palestine-Israël porté par le secrétaire d'État des États-Unis, John Kerry, opération israélienne, bordure protection, comment les Israéliens l'appelaient, contre Gaza, soulèvement des Palestiniens de Jérusalem pour protester contre la colonisation. Le 19 juillet 2018, la promulgation, retenez ça aussi, en 2018, promulgation par Israël de la loi dite l'État-nation du peuple juif, qui fait de la colonisation une valeur nationale à encourager et prend des mesures discriminatoires à l'égard des Arabes israéliens qui représentent 20% de la population, retirant notamment l'arabe de son statut de langue officielle au même titre que l'hébreu. Le 17 mai, j'en termine là-dessus, le 17 mai 2020, le gouvernement de l'Union Netanyahou-Gantz déclare qu'Israël prévoit d'annexer en juillet 2021, dans 3-4 mois, d'annexer en juillet 2021 la vallée du Jourdain est située en Cisjordanie. Enfin, pour en terminer avec cette historicité de ces événements, le 10 mai 2021, affrontement entre des manifestants palestiniens et la police israélienne sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem et le début de l'offensive à laquelle nous assistons aujourd'hui. Mais ça aussi, ça mérite de creuser et d'aller plus loin parce que le conflit maintenant, il est Hamas-Israël, alors qu'en réalité, c'est un conflit israélo-palestinien. Hamas, ce n'est pas la Palestine. La Palestine, ce n'est pas Hamas. Hamas n'est qu'une partie de ce mouvement de résistance qui résiste à un occupant. Voilà, j'en termine là-dessus. Et beaucoup de choses à dire et j'en termine là-dessus. Merci à vous, professeur. C'était très clair et très explicite.
Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, sachant que l'intervenant, en fait, j'ai un petit peu programmé ça. Il sera là vers 22h15 pour qu'on puisse avoir un débat contradictoire. Donc, en attendant 22h15, je savais que ça allait déborder un petit peu, hein. Je savais que ça allait déborder un petit peu. Du coup, je vous laisse répondre à cela. Si vous avez des petites réflexions à faire à ce niveau, Monsieur Ramadan, je vous laisse faire et regardez vos horloges. Vers 22h15, je vais faire intervenir quelqu'un. Parce que quand vous avez la parole, c'est assez compliqué. On n'est pas sur un plateau. Faut que ok, ça marche pas trop. Donc, je vous laisse répondre, Monsieur Ramadan. Non, de notre côté, ça marche bien, puisque quand on a la parole, vous avez de la peine à nous arrêter. Moi, j'aimerais vous remercier de ce résumé historique, parce qu'il est important, évidemment. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Au départ, bon, vous êtes tenu par le temps et on n'a pas eu la possibilité que vous remontiez au niveau de l'histoire longue. Mais l'histoire longue, elle est capitale. L'histoire longue, elle est capitale parce qu'à aucun moment, vos interlocuteurs qui sont dans le temps court ne l'oublient, c'est-à-dire qu'à des moments donnés, pour justifier des exactions, ils vont faire appel à l'histoire longue et à une histoire longue qui n'est pas l'histoire objective, qui est une histoire telle qu'elle est narrée par leur récit, le récit historique, raison pour laquelle c'est important. En fait, ce qui est important, c'est que quand on a un récit qui est à la fois messianique, nous, ce qu'il faut que nous fassions, c'est que si nous sommes clairs avec la question de la justice, si nous sommes clairs avec la question de l'histoire, eh bien, ce qu'il faut narrer, c'est s'approcher le plus possible de l'objectivité historique. L'objectivité historique n'existe pas. On a toujours un point de vue sur l'histoire, mais il y a quand même des faits, il y a quand même des dates, et il y a quand même des moments, il faut qu'on s'en approche pour qu'on ne vienne pas nous raconter au nom d'une histoire que l'on a réécrite ou qu'on est prêt à réécrire ou que l'on s'approprie, parce que ce que l'on sait souvent, c'est que les colons ont une tendance non pas simplement à coloniser la terre, mais à coloniser l'histoire aussi, c'est-à-dire ils font de leur récit autre chose que ce que c'est. Et je pense que ce que vous avez commencé à dire était très important du point de vue de l'histoire longue. Puis ensuite, vous en êtes venu au XXe siècle et à ce qui s'est passé, avec effectivement 1916, qui est une date très très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Arabes ont été trompés par les Britanniques, ont été trompés par les Français. Ils ont même été trompés également beaucoup plus tard par les Américains et avant cela par les Russes. Donc il y a eu une tromperie et on a donné à un peuple qui n'était pas là une terre qui ne nous appartenait pas. Et à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses vont enchaîner. Donc je ne vais pas rappeler ce que vous avez dit. Je pense que peut-être vous-même, vous avez envie de compléter sur un certain nombre de points. Mais c'est important que l'on comprenne ce qui s'est passé d'un point de vue historique. Vous avez dit une chose qui était importante, qui remonte à la reconnaissance potentielle de l'État d'Israël à partir du moment où on reconnaîtrait une répartition et une reconnaissance des différents États par l'Arabie saoudite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec les Émirats arabes unis ou même avec ce qu'on a vu à partir de 1979 avec Yasser Arafat, non pas Yasser Arafat, avec Anwar Sadat et puis la reconnaissance, les pourparlers, les discussions entre les États arabes et Israël sont très très anciennes. C'est pas du tout quelque chose de récent. Cette reconnaissance, il y a eu des pourparlers, il y a des accords économiques, il y a des accords militaires, il y a des accords politiques. Il faut qu'on se rende compte de ceci. Pourquoi? Parce que à un moment donné, quand aujourd'hui beaucoup de femmes et d'hommes sont surpris par rapport au silence des États arabes, au silence, il faut se rendre compte qu'ils sont impliqués dans l'affaire. C'est-à-dire que le problème des Palestiniens, ce n'est pas uniquement l'oppression israélienne, c'est la lâcheté des États autour. Et qu'on a beau jeu aujourd'hui, Israël a vraiment beau jeu de dire nous sommes la seule démocratie dans la région. Je n'arrête pas de répéter évidemment que c'est la seule démocratie dans la région, puisque ceux qui soutiennent Israël soutiennent toutes les dictatures qui sont autour. Donc effectivement, on peut bien nous dire ben oui, on est plus démocrate que vous. Ben évidemment, puisque les dictatures qui sont autour vous servent à justifier votre présence. C'est vrai de l'Égypte, c'est vrai en même temps de tous les États du Golfe, c'est vrai de tous les États qui sont autour. Donc il ne faut pas qu'on attende
attendent de ces États autre chose que ce qu'ils peuvent donner et ils ne pourront pas donner davantage que ce que ceux qui les soutiennent leur permettent de dire. Qui? Ben, les États-Unis. Et qui soutient Israël? Ben, les États-Unis. Donc en fait, ils sont juges, partis, arbitres. Donc ils jouent dans les trois camps. À partir d'un certain moment, il faut qu'on se rende compte de ça, parce que ça veut dire qu'en fait, dans cette question-là, ce que vous venez de dire d'un point de vue historique, met en évidence que nous devons beaucoup plus aujourd'hui donner notre force et notre voix dans la voix des peuples. C'est-à-dire que c'est les peuples aujourd'hui qui sont pro-palestiniens. Les États ont trahi la cause palestinienne. C'est les peuples aujourd'hui. Alors évidemment, on peut aujourd'hui les empêcher de dire, mais il faut qu'on continue à parler. Raison pour laquelle ce live de ce soir est important, parce que c'est la voix aussi des peuples, des gens, des communs, et que cette conscience de cette question palestinienne comme étant essentielle aujourd'hui à la paix dans le monde, parce que si on se tait quand on voit ce que l'on voit aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'est pas prêt aux conditions de la paix. On dit la paix avec la bouche et on laisse la guerre dans les faits. Et donc je pense que c'est important qu'on retienne ceci. Je vous repasse tout de suite la parole. Peut-être qu'il y avait des choses que vous aviez envie d'ajouter et que vous n'avez pas eu le temps de dire avant que notre interlocuteur ne vienne nous rejoindre. Très bien. C'est toujours intéressant parce que… Alors, juste, Brahim, oui, pardon. Je ne sais pas si c'est le micro, on t'entend un petit peu fort, vu que je pense que tu es proche. Ça... Merci à toi. Très bien. Je baisse le son. Désolé. Hein. Non, t'inquiète. Très bien. L'intervenant n'est pas encore là. Non, ce que je voulais rappeler, et puis aussi peut-être permettre à ceux qui s'intéressent à la question, peut-être d'un point de vue académique et peut-être aussi d'un point de vue sentimental, et la compréhension est très importante, parce que le présent n'est que en réalité l'aboutissement d'un passé. Il n'y a pas de chose qui survient comme ça soudainement. Ça n'existe pas. Il y a une réalité. Cette réalité historique, il nous est imposée. Maintenant, notre travail à nous en tant que chercheurs, spécialistes ou même tout simplement curieux de connaître et curieux de savoir les substrats de l'histoire, nous sommes dans l'obligation de s'intéresser à ces questions, bien sûr avec un œil très objectif le plus ou moins possible. Et comme vous le savez, la subjectivité reste ou demeure de temps en temps ce qui nous taraude et puis aussi ne nous permet pas forcément de voir le sujet parce que faute d'objectivité fait intervenir en effet la subjectivité des solutions et ce qui peut-être pourra nous donner des mauvaises solutions. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le conflit entre Israël et la Palestine, aujourd'hui, il est réduit à devenir le conflit, une guerre entre l'État d'Israël et le Hamas. Je laisse la parole. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, votre nom, c'est Monsieur Mo, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Content d'être avec vous ce soir. Merci à toi d'être présent. Je me permets de tutoyer. Il n'y a pas de D'ailleurs, problème. c'est ce qu'on va faire tous ensemble. Je pense que je suis plus apte à tutoyer. Je crois qu'on a le même âge. Ouais, exactement. Ça, je sais pas. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer comme je vous ai présenté tout à l'heure. C'était pas le début, c'était juste pour présenter historiquement. On va revenir sur les grandes lignes, afin d'avoir un débat qui est contradictoire et respectueux. Donc déjà, pour le moment, il n'y a aucun problème. Voilà. On va revenir. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement en Palestine? On va essayer d'avoir les différentes positions. Si je parle de telle manière, c'est que je ne suis pas habitué à ce genre de choses. Je suis très novice dans ce… J'essaie vraiment que les gens soient au courant au maximum de ce qui se passe sur ce conflit. C'est une cause qui nous touche tous, qu'on soit de n'importe quelle confession. On est tous touchés, donc on se doit d'en parler. Donc voilà, on en revient à qu'est-ce qui se passe actuellement en territoire palestinien, politique et guerre. Donc je vous laisse intervenir sur cela, monsieur Moss. Ah, du coup là vous me voyez. Ouais, okay, parce que je pensais pas que vous parliez à moi. Ne vous inquiétez pas. Moi, vous y ferez. J'ai cru comprendre que c'était que je devais commencer par une question en fait. Ou je dois commencer par une question, on est d'accord? J'ai pas envie de déroger aux règles. Pas de problème.
Oui, j'avais une question. Bon, déjà, merci de m'avoir sur ce live. Je trouve ça, même si on n'a probablement pas les mêmes orientations politiques et autres, très sain, surtout dans le contexte actuel. Je vous parle depuis Tel Aviv, là. Je vais pas vous faire pleurer ce soir, vous inquiétez pas. Il y a assez de concurrence sentimentale comme ça. J'ai une question très concrète pour Monsieur Ramadan. Bonsoir. Monsieur Ramadan. Je voulais savoir très concrètement, imaginez demain vous êtes à la place, ça va pas durer très longtemps le cauchemar, vous inquiétez pas, à la place du chef de l'état-major de l'armée israélienne et que vous étiez face à la situation à laquelle est confronté Israël, à savoir d'essayer de détruire le Hamas tout en protégeant les deux populations civiles. De toute évidence, en ayant écouté votre introduction, il est assez clair que vous critiquez l'intervention, en tout cas la manière dont Israël intervient à Gaza actuellement. Et du coup, je voulais savoir si vous critiquez, c'est forcément que vous pensez, comme la plupart des gens qui critiquent de manière générale quoi que ce soit, qu'on peut mieux faire, que Israël peut mieux faire et que l'armée israélienne peut mieux faire. Et du coup, une question très simple, qu'est-ce que vous feriez de mieux si vous étiez en charge de la protection d'Israël? Écoutez, d'abord, si j'étais chef de l'état-major israélien, en conscience, je déserterais. Je ne pourrais pas, en conscience, détruire et tuer les innocents et un peuple qui n'a pas d'armée et qui est en face d'une armée qui tue des innocents au vu et au su du monde entier. Donc, quand on est chef d'une armée, je comprends qu'une armée combat une armée, et quand il n'y a pas d'armée en face, ce n'est pas une guerre, c'est un massacre. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Première position de principe. Deuxième position de principe, si je devais assurer la protection d'Israël, la seule chose que je connais quand on assure la protection d'un pays, c'est de reconnaître à ceux qui sont en face la légitimité du droit, de la justice et la dignité. Vous ne serez jamais en paix en Israël, vous, citoyens, comme l'armée, tant que vous n'aurez pas reconnu la légitimité du peuple palestinien à vivre sur sa terre, la dignité des êtres humains palestiniens, parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, un enfant, une femme et un homme palestinien ont autant de valeur qu'un enfant, qu'une maman ou qu'un homme israélien. Contrairement à ce que dit votre Premier ministre actuellement, qui dit… Je suis français, monsieur. Attendez, laissez-moi terminer. Votre Premier ministre israélien qui dit, celui pour lequel vous avez voté, vous ou d'autres, ou même si vous n'avez pas voté pour lui… Je suis français. Mais oui, vous êtes français, mais vous nous parlez de Tel Aviv, et il se peut tout à fait que vous ayez un passeport français israélien, vous seriez binational et en danger. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc vous êtes français. Donc si vous êtes français, sachez que le Premier ministre israélien a dit, en fait, qu'il y a un mort israélien, eh bien, il multiplierait par 10 la réaction. En d'autres termes, c'est comme s'il nous faisait comprendre qu'un mort israélien vaut 10 morts palestiniens. C'est inacceptable et inhumain. Donc, alors, est-ce que je peux, avant qu'il y ait trop de sujets différents… Je termine juste par là pour terminer ma réponse. Si je devais assurer ou si on devait assurer la sécurité d'Israël, commencez par reconnaître le droit légitime du Palestinien à avoir sa terre. Reconnaissez la dignité des Palestiniens, quand vous leur avez volé leur terre, de pouvoir revenir. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de droit au retour. Et vous savez ce que fait la loi israélienne ? La loi israélienne dit, si vous ne venez pas réclamer la terre sur laquelle vous étiez et dont on vous a expulsé et qu'on ne vous laisse pas revenir la chercher, eh bien finalement, elle ne vous appartient plus. Donc, quand on est… Oui, mais là, je parlais de manière très concrète. Quand on est des voleurs de terre, on ne peut pas attendre la paix. Ouais, alors bon, d'accord. Alors, le sujet, là, c'est la guerre, là, dans ces jours-là. Donc, on peut parler d'histoire, ou on peut lancer des pics comme ça sur des voleurs de terre, même si Palestine, c'est un mot qui vient de l'hébreu, je vous rappelle.
Mais j'ai pas envie de changer de sujet. J'ai envie de revenir quand même à la question de base. C'était qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, non, attendez, Monsieur Ramadan, je vous laissais parler. Monsieur Ramadan, je vous laissais parler. Monsieur Ramadan, je vous laissais parler. Non, mais je veux dire, Monsieur Ramadan, c'est bien. Mais moi, j'aurais un grand plaisir à parler d'histoire avec vous. Le sujet, si j'ai bien compris, aujourd'hui, c'est la guerre actuelle. Donc, moi, hier, on était dans des bunkers. Il y avait des roquettes qui tombaient sur nous. Grâce à Dieu, heureusement, il y a le dôme de fer qui nous protège, qui est vraiment un miracle technologique qui sauve heureusement des milliers et des milliers de civils. Là, vous m'avez apporté une réponse politique. Et très bien, mais je vous ai demandé de vous placer à la place de quelqu'un qui doit gérer un conflit armé. On ne va pas faire l'histoire en un jour. C'est bien beau de dire on déserte, on reconnaît le droit du peuple palestinien à Gaza. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il n'y a aucun soldat israélien dans la bande de Gaza. Donc, de base, c'est ce qu'on espérait d'ailleurs. Mais évidemment qu'ils ne sont pas dans Gaza. Ils envoient des drones et ils envoient des avions sans pilote pour détruire des immeubles à 5000 mètres de hauteur. Évidemment qu'ils ne sont pas sur le terrain. Évidemment qu'ils ont menti. Et du coup, votre réponse, on fait quoi là concrètement? Écoutez, ils ont fait croire à toutes les agences de presse françaises, américaines et européennes qu'ils allaient entrer sur la terre pour faire peur à la population. Parce qu'en fait, ils n'y rentreront pas. Évidemment qu'ils n'y rentreront pas. C'est beaucoup plus facile d'envoyer des avions et des drones sans pilote. Monsieur, répondez à ma question. Je vais répondre maintenant à une question que vous avez posée sur le maintenant. Non, ma question, j'en ai qu'une pour l'instant. Non, mais il y a une question qui est très importante sur le maintenant. Qu'est-ce qui a commencé aujourd'hui le fait qu'il y a eu une protestation de la part des Palestiniens? Alors, dites-le clairement. Dites-le clairement. Alors, écoutez, je vais répondre parce que moi, Monsieur, Cheikh Jarrah, qu'est-ce qui donc, vous faites la réponse, vous me posez la question, vous faites la réponse. Mais laissez-moi terminer parce que oui, alors, ok, très bien. Mais pour l'instant, vous parlez et moi, j'ai... On laisse juste terminer sur cette réponse. Je termine ma réflexion et je vous donne la parole. Vous avez raison. À Cheikh Jarrah. D'accord? À Cheikh Jarrah. Qu'est-ce qui s'est passé? Par ordre de l'État israélien, il a été donné et laissé entendre, en fait, que les colons israéliens pourraient prendre et déposséder des familles de leur demeure. Alors, reprenons juste l'histoire du point de vue de façon très très courte. Quand en 1948, ces familles-là ont été déplacées à Cheikh Jarrah, il leur a été, laissez-moi terminer, il leur a été donné de pouvoir y rester. Il leur a été donné de rester dans ces demeures-là. Et qu'est-ce qu'on vient? On vient leur prendre ces demeures au nom d'une loi qui est une loi discriminatoire israélienne et qui leur donne ces demeures-là. Et ils détruisent les demeures des Palestiniens. Et vous voulez que les Palestiniens ne disent rien? Alors effectivement, ils ont protesté. Et quand ils ont protesté, on est allé les chasser au dôme, à Masjid al-Aqsa. Et on est allé les chasser doublement pour finir par quoi quand ils se soulèvent? Par les bombarder et bombarder des innocents. Mais dites ceci. Okay, alors moi, je suis un militaire. Est-ce que vous voulez parler d'histoire? Est-ce que vous voulez parler de ce qui se passe à Gaza? Ou alors est-ce que vous parlez de tous les sujets en même temps? On peut parler de la politique française. Je vous parle de ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Non, mais oui, mais très bien. Mais ce que vous dites sur Cheikh Jarrah, qui a un autre nom aussi beaucoup plus ancien d'ailleurs, qui s'appelle Shimon Hatzadik, ce que vous dites là, ça remet en cause. On pourrait partir sur la légitimité. On pourrait partir sur votre emploi du mot colon pour parler des Juifs qui sont en Judée et en Samarie. Mais moi, je sais que ce n'est pas le sujet qui m'a été accordé de discuter aujourd'hui. J'aimerais vraiment qu'on reste sur le sujet de Gaza. Vous savez, depuis le début… Alors, le sujet, ce n'est pas que Gaza, c'est la Palestine. Ah oui, mais alors, à toi alors d'encadrer le sujet. Parce qu'on peut partir, voilà, c'est comme j'ai dit au début, c'est vraiment la Palestine. On ne va pas réduire la Palestine à Gaza. On ne va pas réduire un gouvernement à… Mais on parle de quoi exactement là? On parle de la Palestine. On peut, si vous voulez parler de Gaza, allez-y. Allez, dites-nous ce que vous avez à dire sur Gaza. Dites-nous ce que vous avez à dire sur Gaza. Bah, écoutez, moi, je trouve ça très, très affligeant, ce qui se passe à Gaza, parce que vous voyez, depuis maintenant une semaine, il y a un peu plus de 41 enfants palestiniens qui meurent sous les contre-offensives israéliennes. Plus de 41. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y en a eu
l'offensive israélienne, pas la contre-offensive, le massacre. Est-ce que vous pouvez me laisser répondre, monsieur? Utilisez les bons mots. Monsieur, est-ce que vous pouvez me laisser répondre? Je vous ai laissé parler. Et je me suis posé la question, moi, personnellement, tout le monde sait, et vous le savez, et vous le premier, vous le dites haut et fort, qu'il y a une inégalité militaire, technologique, l'armée israélienne est ultra sophistiquée, et donc, du coup, je pense que peu de gens croient que le Hamas, qui est un groupe terroriste, vous avez oublié de le rappeler quand même, parce que tout à l'heure, vous avez dit... Attendez, mais monsieur, je vous ai laissé parler, juste laissez-moi parler. Allez-y, prenez votre mal en patience. Non, vous avez raison, je vous laisse aller, allez-y. Très bien. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que c'était une armée contre une population civile. Bah, si c'était une population civile, moi, je connais peu d'enfants qui est capable d'envoyer des Qassam 500 et des M70, qui sont des énormes roquettes. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas vu ça. Mais donc on est face à une... je me suis posé la question, pour revenir au sujet, pourquoi le Hamas fait ça? Pourquoi le Hamas tire sur Israël? Tout le monde sait qu'ils vont pas gagner. Ils le savent, vous le savez, et je le sais, tout le monde le sait. Quelle est la seule motivation du Hamas? Quel est son seul objectif? En fait, c'est votre indignation. C'est votre indignation à vous, évidemment, mais à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans les médias, parce qu'ils savent que leur seule arme, leur vraie arme, c'est leurs enfants, en fait. Leur seule arme, c'est l'émotion que leur tactique, que leur monstruosité qu'on appelle la tactique du bouclier humain provoque dans la plupart des médias, dans la plupart des lieux d'expression en Occident et ailleurs, évidemment dans le monde arabe. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que si vous arrêtiez de mordre l'hameçon, si vous arrêtiez de jouer le jeu du Hamas, est-ce qu'ils auraient encore intérêt à placer des lance-missiles sur des écoles, vous avez parlé tout à l'heure de Al Jazeera et de l'AFP, sous le bâtiment de l'AFP et d'Al Jazeera? Est-ce qu'ils auraient intérêt? Et honnêtement, je ne crois pas. Et du coup, toute votre... Voilà, je vais essayer de finir là-dessus parce que je vois que monsieur me stoppe. Merci. J'aimerais juste savoir si vous tenez tant que ça aux Arabes palestiniens et surtout aux enfants, parce que vraiment, le fait d'être ici à Tel Aviv, à quelques kilomètres, ça rend la situation beaucoup, beaucoup moins fictive, vous voyez. Et du coup, je me demande si vous tenez vraiment à ce que les civils arrêtent de mourir sous les bombes israéliennes qui, pour le coup, et je le sais d'expérience, sont très chirurgicales et font tout pour éviter des pertes civiles. Est-ce que vous pensez que si vous arrêtez, est-ce que vous pensez que ce ne serait pas justement les sauver, ces enfants palestiniens, et d'arrêter de jouer le jeu du Hamas, tout simplement? Je peux répondre? Allez. Bien, écoutez, je commence par dire, et je vais vous proposer de ne pas faire ce que j'ai fait, à savoir de ne pas me couper. Écoutez, ce que vous venez de dire est indécent. Indécent. Parce que ce que vous êtes en train de laisser entendre, c'est que une enclave, qui est une prison à ciel ouvert, qui résiste, est en train de résister avec l'idée d'envoyer des roquettes pour sacrifier des enfants, pour émouvoir la communauté internationale. Le Hamas. Oui, non. Écoutez, faisons un pas en arrière. Moi, ma position par rapport au Hamas, c'est la position de Nelson Mandela. Nelson Mandela a dit « Il ne faut pas condamner les résistants, il faut condamner les occupants. » Et l'État d'Israël, le gouvernement, est certes sorti de sa présence physique à l'intérieur de Gaza, mais en fait, il a entouré la population d'un double enfermement, un enfermement physique où la population est soumise à une humiliation et à un enfermement de type économique, puisqu'il y a un boycott et il y a l'impossibilité d'avoir de la nourriture. C'est une humiliation quotidienne. Quotidienne. Elle est présente même dans l'électricité, où la population a parfois 30 minutes, 1 heure d'électricité par jour. C'est-à-dire qu'en fait,
le gouvernement israélien n'est pas à l'intérieur physiquement, mais il tient la clé de la prison. Il tient la clé de tout ce qui est l'approvisionnement en nourriture, en eau et en électricité, et il humilie le peuple. Et de façon cyclique, il détruit ce que la population rebâtit. Alors évidemment, la chose que vous avez, c'est que vous êtes un propagandiste de l'État dont vous n'êtes pas citoyen, mais que vous défendez corps et âme, et sans vraiment beaucoup de dignité, c'est-à-dire que vous laissez entendre que cet État aurait raison de faire ceci, de tenir cette population qui vit aujourd'hui, les médecins du monde, Amnesty International, Human Rights Watch, toutes les organisations internationales vous disent la situation à Gaza est intenable. Alors qu'est-ce que vous dites, vous? Comme vous ne pouvez pas parler de l'humanitaire, vous allez dire, mais Gaza, qu'est-ce que c'est? C'est Hamas, c'est uniquement Hamas. Et donc, vous diabolisez une organisation qui est une organisation de résistance à votre occupation, Qu'est-ce que c'est que le terrorisme, monsieur? Le terrorisme se mesure au nombre d'innocents que vous tuez. Eh bien, l'État d'Israël terroriste a tué 100 fois plus d'innocents que Hamas. 100 fois plus. Pas une fois, pas deux, 100 fois plus. Et là, vous êtes en train de défendre un État qui est un État qui, de ce point de vue, tue les innocents. Alors, permettez-moi de dire deux choses. On laisse terminer sur ça et je te laisse. Je termine sur cet élément-là. Monsieur, fait à l'appui, observez depuis les élections que Hamas avait gagnées, ce qui s'est passé. En fait, ils ont élu des gens le peuple a élu des gens qu'on a qualifiés de terroristes et on traite toute la population comme si c'était tous des terroristes. Et ensuite, vous venez nous raconter, vous, cette propagande d'État. En fait, mais bien sûr, le Hamas, qu'est-ce qu'il fait? Comme ce sont des gens extrêmement pervers, ils vont mettre leurs femmes et les enfants sous les écoles que vous bombardez. Ils vont même les mettre dans des maisons ou dans des centres de l'ONU que vous bombardez. Mais si l'ONU dit, mais il n'y avait personne du Hamas, vous dites, ah ben non, il y en avait, nous avons les informations. C'est tellement chirurgical, vos affaires, que vous pouvez détruire, comme hier, tuer toute une famille de 10 personnes en laissant entendre, eh bien, il y avait sans doute quelqu'un du Hamas dans l'immeuble. Donc, c'est tellement chirurgical que vous allez détruire tout l'immeuble. Et dites-moi, est-ce que vous pouvez m'apporter une preuve, une seule, que dans cet immeuble qui a été détruit, où il y avait le Associated Press, où il y avait El Jazeera, il y avait des gens du Hamas? Vous avez une preuve? Oui. Vous faites partie. Et vous, on va laisser apporter la propagande. Non, calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. Il n'y a rien de... Je vous laisse parler, calmez-vous. On va le laisser répondre à cette question. Donc, allez-y. Voilà, parce que vous avez dit beaucoup de choses. Bon, déjà, je ne ferai pas l'insulte. Enfin, je ne suis pas là pour faire des invectives personnelles, l'indignité, tout ça. Bon, on la connaît. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, pour le coup, qui m'a beaucoup surpris. Enfin, avec lequel je ne suis pas d'accord, plutôt. Et cette fois, je vous demande aussi de me laisser parler comme je vous ai laissé parler. Vous avez dit que... c'était quoi? Vous pouvez répéter la phrase sur Nelson Mandela? Le terrorisme se mesure à quoi exactement? Non. Nelson Mandela, ne confondez pas. La citation de Nelson Mandela est extrêmement claire. D'abord, lui, il pensait que le Hamas était un mouvement de résistance. Et il dit, ceux qu'ils font condamner, ce sont les occupants et pas les résistants. D'accord. Alors, c'est quoi l'autre citation? Et juste une autre chose qu'il disait, juste pour après. Non, parce que j'aimerais que vous réagissiez. Allez-y. Moi, je n'ai pas de problème. Vous savez, ceux qui déterminent la nature de la résistance, ce ne sont pas les résistants, ce sont ceux qui les agressent. Et quand Israël agresse à coup militaire, il est normal que la résistance soit une résistance armée. Voilà. D'accord, mais vous avez dit... Vous accepterez répondez, je voulais juste une clarification. C'est un sage. Je voulais juste une clarification. Vous avez dit quelque chose. Le terrorisme se mesure, je crois, au différentiel de mort, où il y avait une logique comptable là-dedans. Au nombre d'innocents que l'on tue. Voilà, c'est ça. Alors ça c'est très intéressant, je trouve. Mais en même temps, malheureusement, ça remet en cause pas mal de choses. Parce qu'en fait, il est évident, et je vous demande encore une fois de me laisser développer ma pensée sur ce sujet-là, il est évident en fait que, quel que soit le conflit, on parle d'Israël et du Hamas aujourd'hui, même si je sais que vous aimez bien réduire
l'encadrer comme israélo-palestinien, parce que c'est le seul, en fait, c'est le seul encadrement par lequel on peut établir qu'Israël est le puissant et les Palestiniens. Ah non, pas du tout. Okay. Au moins ça, encore heureux d'ailleurs. Mais je voulais, voilà. La plupart évidemment des innocents, hein, eux, ils s'embêtaient pas comme l'armée israélienne de viser de manière chirurgicale les nazis. Je pourrais vous parler évidemment d'autres guerres. Les Allemands, il y a eu beaucoup plus malheureusement d'innocents allemands qui sont morts sous les bombes alliées, des Britanniques, des Américains. Avec votre logique comptable du qui meurt le plus, avec cette logique-là, on en viendrait à dire en fait que l'agresseur, que le terroriste, c'était les États-Unis et que les résistants, c'était les nazis. Alors, tout ça, là, tout ce que vous dites, ça rentre dans une logique très, très classique. C'est la logique victimaire et c'est une logique qui considère que le fort a toujours tort et le faible a toujours raison, indépendamment du fait que le faible soit une dictature totalitaire et djihadiste et que le fort soit une démocratie libre. Et j'insiste là-dessus sur la démocratie libre, indépendamment de la démonstration un peu incroyable que vous nous avez faite tout à l'heure, parce que je vais vous rappeler un petit truc, Monsieur Ramadan, je crois que vous êtes d'origine égyptienne. Vous êtes non, mais c'est pas le sujet. Vous connaissez le monde arabe, quoi. Je pense que vous connaissez mieux le monde arabe que moi. Dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord, c'est simple. Et après, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est surtout pour insister sur le terme de démocratie libérale, c'est que en Égypte, même au Maroc, qui est quand même un pays un peu plus cool quand même que certains autres pays qui sont beaucoup plus durs, en Égypte, en Iran, je ne vous en parle pas, même si ça ne fait pas partie du monde arabe, puisque ce sont des Perses. Mais vous prenez le micro, vous êtes interviewé sur la chaîne nationale, et vous dites, excusez-moi l'expression, fuck le gouvernement. Le lendemain matin, on ne vous retrouve pas libre. En Israël, ici, j'ai des amis arabes qui sont ici, ils peuvent prendre le micro, ils peuvent dire j'emmerde, excusez-moi l'expression encore, Benjamin Netanyahou, j'emmerde même l'État d'Israël et je suis pour sa destruction. Et le jour d'après, il vit sa vie normalement et il est libre. Voilà, je voulais juste insister là-dessus avant de revenir. Je sens que vous allez répondre, mais j'ai juste envie de revenir à ce que je disais. Je parlais de évidemment dans cette logique victimaire, il y a ce